Bonsoir Benjamin et merci d'être avec nous. Bonsoir Thomas, merci à toi pour ton invitation. Donc, tu es nouveau coordinateur national de génération avec Sophie Tallier-Poyan depuis la semaine dernière et votre convention. Donc, on reviendra à la fin sur voilà, le rôle de génération dans le rassemblement de la gauche et les perspectives politiques. Moi, j'aimerais d'abord avoir ton avis sur ce que a déclaré Jean Castex hier sur la question du déconfinement. Enfin, pas du déconfinement d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est des mesures qui sont un peu bizarres. On peut sortir à Noël, mais pas le premier de l'an, on a du mal à s'y retrouver. Et il y a un acteur qui est quand même encore une fois sacrifié, c'est la culture, alors que tous les représentants disent qu'ils ont été alertés par le gouvernement pour préparer la réouverture avec des protocoles stricts. Et aujourd'hui, on annonce que ça ne réouvre pas, on a du mal à comprendre. Moi, j'ai pris le métro ce matin, on était entassés comme pas possible. On a les supermarchés où c'est blindé. On a une ministre de la Culture qui a disparu. Comment tu regardes cette annonce-là qui sacrifie quand même un pan hyper important de notre société? Ouais, la culture, c'est le cœur battant d'une société évoluée, d'une république apaisée. C'est ce qui met du lien, surtout dans les périodes difficiles. Et l'histoire, d'ailleurs, est marquée par ces moments de culture dans des périodes de guerre, dans des périodes de crise. Et c'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que là, il y a une méconnaissance du gouvernement de ce qu'est la France, mais globalement de ce qu'est une société telle que nous la concevons. C'est terrible. Donc, au-delà de l'impact économique terrible pour les acteurs du monde de la culture qui sont abandonnés, qui sont sacrifiés, qui auraient mieux fait d'ouvrir des grands commerces de distribution ou d'être Amazon. En plus de ça, il y a aussi un drame pour la société en général, et notamment aussi surtout pour les plus précaires, pour toutes ces initiatives culturelles qui peuvent exister dans un certain nombre de quartiers ou de territoires ruraux et qui sont souvent une source de respiration énorme dans cette période de fin d'année. Et cette annonce de déconfinement, enfin de modification du comportement, elle intervient aussi dans une période qui est un peu symbolique, puisque vous avez lancé aujourd'hui une campagne Génération sur les. On est à la veille des 5 ans de l'accord de Paris, l'anniversaire des 5 ans de Paris. Je lisais ce matin dans les échos donc, que les experts disent qu'il faudrait diminuer de 7% par an quasiment les émissions de gaz à effet de serre pour respecter ce qui avait été défini dans le cadre de l'accord de Paris. Et ils disent qu'il faudrait, c'est l'expression m'a marqué, il faudrait un Covid tous les 2 ans pour atteindre les objectifs. Aujourd'hui, quel bilan tu tires de ces accords et comment on en est arrivé à un point où, malgré toutes les alertes et les rapports qui s'empilent et la jeunesse qui mobilise, nos décideurs ne prennent pas conscience de la situation et de la gravité dans laquelle on est? Moi, je suis effaré parce que je me dis qu'ils doivent vivre sur une autre planète. Comment peuvent-ils ne pas voir, c'était au mois de septembre, les canicules, comment peuvent-ils ne pas lire tous les rapports qui succèdent, les articles de presse qui disent que nous vivons les années les plus chaudes de l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis qu'on mesure la température, comment peuvent-ils ne pas voir ces sécheresses, ces catastrophes, ce qui s'est passé dans le sud il y a encore quelques semaines, enfin, faut-il qu'ils soient à ce point déshumanisés? Est-ce que le libéralisme les a à ce point pervertis dans les cerveaux pour qu'ils ne considèrent rien d'autre que la rentabilité, le profit, la croissance à tout prix, pour qu'ils ne voient pas ça? Là, ça devrait nous rassembler. On devrait se dire, on arrête 5 minutes, on se pose et on regarde quel est notre modèle de société et on décide collectivement, tous ensemble, de le réorienter complètement. Il s'agit de sauver la planète. Il ne s'agit pas d'une orientation politique parmi d'autres. Il s'agit vraiment de préserver ce qu'est l'humanité et donner à nos enfants la possibilité de grandir dans un monde respirable et de nous donner à nous-mêmes la possibilité de grandir dans un monde respirable. Et moi, je suis effaré par le cynisme. Enfin, Barbara Pompili, chef de parti politique, signe une tribune dans laquelle elle dénonce les petits renoncements successifs de Barbara Pompili, ministre de l'Environnement. Mais on se fout de la gueule du monde. Je veux dire, c'est inquiétant, là encore. Elle a été écologiste. Comment elle peut avoir à ce point du cynisme? On ne peut pas jouer avec le climat comme ça. C'est vraiment indécent. Justement, on a du mal à comprendre. Il y a quelque part une forme aussi de désespérance chez beaucoup de gens parce que on avait la Convention citoyenne qui avait quand même fait des mesures qui étaient d'une radicalité très importante. Le président de la République avait dit j'ai 3 jokers, donc ok, pourquoi pas sur l'ensemble des mesures, allez, on peut lui accorder ça. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il en retient quasiment plus que 40%. Il va nous remettre à l'intérieur du projet la réforme du code minier et la casse d'EDF et du service public de l'énergie. Comment c'est pas une question de ça, mais comment on peut faire changer les choses et faire bouger sur cette question-là? Parce que moi je reprends une expression que tu as souvent dit, on n'a pas envie d'être la génération des sacrifiés qui regarde la planète brûler en fait. Et c'est pour ça qu'on œuvre avec Génération à ce que se construise une force politique, citoyenne, populaire, massive dans la population, qui porte l'écologie sociale, démocratique et populaire au pouvoir. Parce qu'il n'y aura pas d'écologie sans les écologistes.
C'est un slogan qu'utilisent d'ailleurs nos camarades de LV souvent, et je crois qu'ils ont raison de ce point de vue-là. Il n'y aura pas non plus d'écologie sans adhésion de la population, et donc sans un mouvement politique qui finalement crée les conditions d'une véritable alternative. Parce qu'effectivement, on est sur quelque chose de très radical. On doit réorienter complètement le modèle économique sur lequel sont construites nos sociétés depuis des décennies, qui est le modèle du capitalisme, qui est le modèle de la croissance, du productivisme. On doit rompre avec ça. Nous, on propose par exemple le revenu universel d'existence, qui permet de changer d'approche, de ne plus voir le citoyen comme seulement un consommateur, un producteur, lié seulement à son rôle d'acteur économique pécunier, mais comment il devient un acteur citoyen engagé dans les transitions, dans les mutations, comment on rémunère aussi ce qui est du travail, mais pas de l'emploi, comment on valorise le lien plutôt que le bien. Enfin, voilà. Et donc, pour réussir ça, il faut une force politique qui soit capable d'irriguer la société est capable de gagner. Ça ne suffira pas, il faudra s'appuyer sur le mouvement social, comme toujours d'ailleurs dans l'histoire de la gauche. Hein. La gauche, elle n'a jamais gagné seule et sans être appuyée par un fort mouvement social et populaire. Il faudra les deux. Il y a des mouvements qui existent, les marches pour le climat. Il y a des forces politiques aujourd'hui. On a avec le pôle écologiste commencé un premier rassemblement de celle-ci, mais il faut que ça aille beaucoup plus loin et il faut que toute la gauche y vienne. Et moi, je le dis à nos camarades de gauche qui seraient encore tentés par des réflexes productivistes, par une vision très passéiste d'avant. Il n'y aura pas... Enfin, aujourd'hui, la question des inégalités, elle est liée à la question du dérèglement climatique. La question des injustices, elle est liée à la question du dérèglement climatique. Les pauvres s'en sortiront pas dans un monde qui cramera. Et de la même façon, on ne fera pas de transition, de révolution écologique sans en même temps faire une mutation sociale profonde et un vrai partage de la richesse. Parce que, je termine par ça, là aussi, les chiffres sont parlants. Il y a une corrélation évidente entre ceux qui polluent le plus et ceux qui accaparent le plus la richesse. Il y a des liens évidents entre les pays les plus riches et la pollution. Donc en réalité, l'écologie, elle est une affaire intrinsèquement sociale. Il faut maintenant qu'on aille convaincre nos concitoyens de cela et qu'on porte dans un projet écologiste, un projet de transformation sociale qui permette de construire ces mutations. Justement, je voulais t'interroger sur ça, mais tu l'as commencé à un peu le développer. C'est ça, pour toi, la clé, c'est de lier radicalité écologique et justice sociale, parce qu'on voit bien aujourd'hui, sans se mentir, qu'Europe Écologie Les Verts, sur certaines questions sociales, n'est pas à la hauteur. Il y a une partie de la gauche qui regarde les enjeux écolos, et notamment la question du nucléaire, avec difficulté. Le rôle de génération, c'est ça, c'est de faire le lien entre tout ça et de créer une force qui mette sur un même pied d'égalité ces deux perspectives. Et qui rassemble. Parce que je crois que la radicalité, elle n'est pas, comment dire, opposée à l'idée d'apaisement et de rassemblement. On a besoin de solutions radicales parce que les problèmes sont radicaux. Les inégalités sociales et les injustices, le réchauffement climatique, mais on a besoin qu'ils soient portés par des forces qui rassemblent, qui agrègent, et qui ne sont pas sectaires, repliées sur elles-mêmes, qui veulent être majoritaires. Pour être majoritaire, il faut évidemment rassembler. Donc oui, il faut articuler ces deux questions. Je disais, il n'y a pas d'écologie possible aux responsabilités, au pouvoir, sans un mouvement populaire qui l'accompagne. Et de la même façon, si aujourd'hui on pense pouvoir combattre les inégalités et les injustices dans une politique productiviste, on voit bien ce que ça produit. C'est la théorie du ruissellement, quoi. C'est pas vrai, c'est faux, ça n'existe pas. Le capitalisme et le libéralisme ont-ils fait plus de gens heureux avec ce système de compétition de chacun contre chacun et de tous contre tous? Je ne le crois pas. Et donc il faut inventer autre chose. Ça tombe bien, cette autre chose, il existe, ça s'appelle l'écologie sociale, la gauche écologiste, l'écologie de gauche, que chacun l'appelle comme il veut, on voit bien ce à quoi ça renvoie. Alors, ces deux combats qu'il faut mener de pair, ils viennent aussi se télescoper avec une actualité politique qui est extrêmement préoccupante, puisqu'on a eu la loi sécurité globale, on ne va pas rentrer dedans parce qu'on en a beaucoup discuté, et je crois que maintenant tout le monde a quand même bien compris les enjeux, mais on a une nouvelle loi qui arrive sur le tapis, qui est la loi à l'origine sur le séparatisme, qui aujourd'hui, je crois, c'est le respect de la valeur de la République, mais on ne voit pas bien dedans ce qu'il y a comme valeur de respect de la République. Avant-hier, je recevais Éric Coquerel qui disait le danger, c'est justement, il y a une question binaire. C'est aujourd'hui la majorité, la droite, l'extrême droite, essaye de nous amener sur un terrain en disant si vous n'êtes pas pour cette loi, par exemple, vous êtes pour la polygamie, vous êtes pour le mariage forcé, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème dans ce pays avec la laïcité? Quel rôle doit jouer la gauche dans cette période-là? Parce qu'on voit déjà quand même, et c'est dangereux, je trouve, qu'il y a une partie de la gauche qui est déjà en train de se fissurer sur ce concept même de laïcité. Donc, comment toi, tu vois la laïcité, tu vois la République, comment la gauche progressiste, elle doit se comporter dans ce moment-là, qui est quand même extrêmement préoccupant. Moi, je crois, et je le dis sans grandiloquence particulière, qu'on est face à un risque d'effondrement de la démocratie et de la République. Justement parce que moi, je ne crois pas que la laïcité soit
menacés par ceux que l'on croit. Je crois qu'il y a des responsables et des coupables à la montée du racisme, de la haine et des tensions. Que Zemmour et CNews sont coupables. Ceux qui diffusent de la haine, et de la même façon, ceux qui, au gouvernement, décident de mettre au cœur du débat public. Enfin, on est en pleine crise sanitaire. On va avoir 10 millions de pauvres de plus. On a des violences policières, des contrôles aux faciès. On a des milliers de nos concitoyens qui sont victimes du racisme, de l'homophobie, du sexisme. Et on met sur le devant de la scène médiatique et politique les thèmes et les termes choisis par l'extrême droite. On valide son vocabulaire, on valide ses débats, et après on s'étonne, on dit « Mon Dieu, Marine Le Pen est à 25, 26, 27% dans des sondages, elle est aux portes du pouvoir ». Mais enfin, c'est eux, ce sont des apprentis sorciers, c'est très dangereux ce qu'ils font. Le rôle de la gauche là-dedans, qu'est-ce qu'il est ? Il est de rester ferme sur ses valeurs. Et oui, moi je le dis, je l'ai dit lors de notre convention, mais la crédibilité d'un dirigeant de gauche ne se juge pas au nombre de mots qu'il emprunte à Le Pen, même quand c'est pour la combattre. Ça, je crois que c'est très important. Il faut mettre une barrière ferme avec ce qui est aujourd'hui le printemps républicain, qui porte très mal son nom parce que c'est l'hiver de l'égalité, c'est l'hiver de la laïcité, c'est l'hiver de la République, ce machin. Donc il faut là aussi, moi je crois que il faut une clarification à gauche de la part de ceux qui ont des proximités avec le printemps républicain, parce qu'il est aujourd'hui une porte d'entrée vers l'extrême droite. Voire même souvent, il reprend mot pour mot ce que dit l'extrême droite raciste et xénophobe, sous couvert de laïcité, en instrumentalisant la laïcité, alors que c'est un principe de liberté, la laïcité. C'est un beau principe de liberté. Donc là encore, il faut être ferme sur les valeurs, il ne faut pas tomber dans les pièges que veulent nous tendre les fachos, pas tomber dans les pièges que veut nous tendre la droite macroniste. Tu le disais, on veut tomber dans des débats caricaturaux et binaires. Non, la loi de 1905, c'est une belle loi. Elle se suffit à elle-même. Il faut lui donner les moyens d'être appliquée, lui donner les moyens de se déployer dans la société. Il faut bien sûr combattre tous ceux qui veulent imposer un dogme religieux à la place de la loi de la République. Ça, c'est une évidence. Il ne faut pas se servir de ces quelques cas qui peuvent exister, de ces quelques provocateurs. Il ne faut pas se servir de ce qu'il y a d'horrible dans l'islamisme politique pour justifier une campagne de haine contre les musulmans. Parce qu'à faire ça, on fait le jeu de ceux qui veulent abattre la République. Justement, si cette loi-là, on a bien compris. Je termine par un mot pour dire... Ouais, vas-y. Si tu permets, parce que le rôle de la gauche, il est important. Moi, je crois qu'il est très fort. C'est que comme Macron, il a été élu pour faire rempart à Le Pen. Il a été élu uniquement pour ça. Il n'a pas été élu, il fait un score au premier tour correct, mais il est élu pour faire barrage à Le Pen. Il y a des millions de gens qui disent on ne veut pas des fachos au pouvoir, on ne veut pas de l'extrême droite. Et aujourd'hui, il a complètement explosé la digue et il a renforcé culturellement l'extrême droite. Et donc, c'est là où nous, à gauche, il faut qu'on soit un peu sérieux, et c'est là où nous, il faut qu'à gauche, on soit sur la boussole de nos valeurs plutôt que dans l'air du temps qui sent le soufre, parce que sur nos épaules repose le poids de la digue à reconstruire. Justement, je voulais te poser la question, parce que ce texte-là, est-ce qu'il sert une stratégie politique d'imposer en second tour à la présidentielle Macron, Le Pen ou un candidat libéral face à Le Pen, ou est-ce qu'il traduit vraiment une évolution et un basculement idéologique d'une partie très large de la société, ou en tout cas des décideurs politiques de l'arc très à droite? Parce qu'on n'a pas s'il ne répond pas à une stratégie politique, c'est quand même qu'on entend des mots et des expressions à la télé qu'on n'a pas entendues depuis très longtemps. Il y a les deux. Il y a une trumpisation des élites libérales. Et de ce point de vue-là, la France, on sait, a toujours un petit temps de retard sur les États-Unis, mais malheureusement, on voit avec Trump ce qui est en train d'arriver aux élites de la droite libérale française. Il y a une trumpisation évidente, qui est très inquiétante d'ailleurs, mais ça se voit, voilà, il y a CNews comme il y a Fox News, il y a Darmanin comme il y a des sénateurs républicains qui tiennent des propos scandaleux, et il y a Macron qui a une meilleure apparence que Trump, mais qui quand même sur certains sujets, honnêtement, sur la question des libertés publiques, tu l'évoquais, comme sur ces questions de jouer avec le feu sur les thèmes identitaires, c'est sans doute pas Trump, je ne dis pas cela, mais enfin franchement, c'est pas le rempart et c'est pas le barrage qu'il promettait d'être à cette tentation-là. Et puis, oui, il y a aussi un peu de cynisme. Et il y a un calcul, évident. Le calcul, il est simple. Emmanuel Macron, il sort d'un quinquennat où, sur la question sociale, il a démontré toute la brutalité qui était la sienne. Ça a donné les Gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, le mouvement contre la casse de la SNCF, et j'en passe et des meilleurs. Il a démontré que sur les questions économiques, il ne réussissait pas. Est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui qu'on vivait en 2017 ? Bien malin celui qui peut dire oui. Il a démontré qu'il n'était même pas le grand professionnel technocrate. On allait voir ce qu'on allait voir. Enfin, après Hollande l'amateur, ce qui était vrai, on allait avoir Macron le professionnel entouré d'une équipe de professionnels. L'affaire Benalla, les démissions en série, les bras cassés,
ça va. En fait, ils sont tout aussi amateurs que les autres, si ce n'est pire. Donc, il lui reste plus qu'un truc. Le seul truc qui lui reste, c'est être face à Le Pen et dire je suis la République face à Le Pen. Mais c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, moi je crois que Macron est le seul que Marine Le Pen peut battre. Alors justement, on va venir à cette échéance parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que tu milites et tu sais qu'à un an et demi d'une élection présidentielle, tout le monde a ce mot-là sur la bouche et on voit les partis politiques les uns après les autres qui avancent. Jean-Luc Mélenchon déclare sa candidature, les autres partis de gauche, il y en a plusieurs déjà, mais on voit que ça trépigne. Ça fait le jeu d'Emmanuel Macron parce que lui, il espère qu'il y a une gauche divisée, puisqu'une gauche divisée, elle n'est même pas au second tour. Aujourd'hui, dans la plupart des sondages, et même rassemblée, elle a du mal à être au second tour, selon la personne qui l'incarne. Comment tu vois cette élection-là et comment on arrive à créer les conditions d'avoir ce rassemblement qui, j'ai envie de dire, fleurit dans toutes les tribunes, mais dans les réalités du terrain est quand même plus difficile à mettre en place. Moi, je vais te dire, moi je viens d'avoir 30 ans il y a quelques semaines. La question qui se pose à ma génération, à la tienne, là, c'est pas comme celle de nos prédécesseurs en disant c'est pas grave, si on gagne pas cette fois-ci, ce sera la prochaine fois. Parce que cette fois, le climat, il ne nous attendra pas. La lutte contre la grande pauvreté et les inégalités accentuées par Macron ne nous attendra pas. Et la démocratie ne nous attendra pas. Si nous ne sommes pas au rendez-vous de 2022, si nous ne sommes pas collectivement responsables, mais on sera non seulement nous balayés par l'histoire, mais nous, ce n'est pas le sujet, mais ce en quoi on croit, ce qui fait socle, ce qui est l'essence même de ce pourquoi on se bat, la République, la démocratie, l'égalité, la justice sociale, la dignité, tout ça va être fracassé, balayé, et on peut avoir l'arrivée des fascismes au pouvoir, ou à minima un macronisme exacerbé qui de toute façon sera la dernière station avant le désert fasciste. Donc c'est là où il y a un besoin de responsabilité. Alors comment on fait? Ah oui, effectivement, on sort de l'incantation. On arrête de dire unité, unité, unité. Enfin, moi, je pense qu'il faut continuer à le dire, mais il faut aussi le faire. Et là, on a tous une responsabilité. Et moi, je veux interpeller celles et ceux qui sont aujourd'hui candidats. Ils ont tous des talents et des qualités. Ils ont tous, sans doute, les capacités à être présidente ou président de la République. Et il faudra d'ailleurs sortir de la Ve République pour reprendre un peu de respiration et de sérénité dans ces débats-là, parce que tout attendre d'une seule personne, on a vu que ça ne marchait pas. Mais enfin, c'est quoi leur objectif? Leur objectif, c'est d'être le premier des derniers ou le dernier des premiers, mais de jamais être dans les qualifiés au second tour et donc de ne pas disputer à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen l'accès aux responsabilités à l'Élysée. Il faut là qu'on fasse preuve de beaucoup de responsabilité et de sens de l'histoire. L'enjeu, ce n'est pas de préparer le coup d'après ou de gagner la bataille des nains, c'est d'être ensemble un géant de l'alternative, un géant populaire, un géant citoyen, un géant qui, je ne vais pas dire qui écrase, mais qui emporte avec lui une foule des Français pour leur dire c'est possible. C'est possible, on peut répondre aux urgences du présent qui sont dramatiques et répondre aux défis de l'avenir. Et nous, c'est ce qu'on porte avec la question du revenu universel ou d'autres, c'est l'idée d'inventer un monde plus respirable, ce qu'on appelle un futur désirable. Parce que là, quand même, le débat, sinon, il est sinistre. Mais il sera sinistre s'il n'y a pas de perspective pour la gauche. Si on est divisé, on créera aucune dynamique. On créera aucune dynamique et on sera condamné à se faire la guéguerre les uns les autres pour savoir lequel est au-dessus de 10 et lequel est en dessous de 5, ce qui est un peu ridicule. Je termine là-dessus parce que je sais qu'aujourd'hui, vous avez Génération à rejoindre l'appel des écolos pour les élections régionales en Ile-de-France. Est-ce que les élections intermédiaires, donc qui vont se dérouler en juin, d'après ce qu'on a pu comprendre, est-ce que c'est un point d'étape pour construire le futur rassemblement nécessaire à gagner? Oui, elles sont un point décisif. D'abord parce qu'il faut permettre que nos territoires soient des modèles en matière de transition écologique, sociale et démocratique. Parce que là encore, vu les échéances que nous avons, on ne peut pas attendre. Et donc, si on peut avoir des boucliers environnementaux, des boucliers sociaux, des boucliers citoyens pour résister dans la période qui nous sépare de 2022 à Macron et pour faire des véritables laboratoires d'espoir, alors il faut le faire. Il faut créer des dynamiques pour. Après, malheureusement, pour l'instant, l'unité semble compliquée à faire aux élections régionales. C'est moins grave parce que c'est des scrutins de liste, parce qu'on peut fusionner entre les deux tours, donc ce n'est pas définitif. Moi, je préférerais quand même qu'on soit capable dans beaucoup de territoires, si on veut créer une dynamique, si on veut montrer à nos concitoyens qu'en fait on comprend la leçon et qu'on est à la hauteur des enjeux, qu'on soit capable de se rassembler quand l'essentiel nous est commun. Merci Benjamin pour ce moment que tu nous as accordé et à très vite. À très très vite.